le deuxième était Oyez, oyez, braves gens! Si vous êtes ici, c'est que vous appréciez les belles choses, non? C'est que vous aimez le Commodore 64. C'est que vous aimez jouer avec le Commodore 64. C'est peut-être même que vous aimez dormir avec votre Commodore 64. Ou c'est peut-être que vous prenez votre pied avec cette formidable machine. En tout cas, une chose est certaine, si vous êtes ici, c'est que vous êtes indéniablement une personne de bon goût. Alors enlevez vos chaussures, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, détendez-vous avec un drink, celui que vous préférez bien évidemment, et appréciez ce petit moment privilégié entre nous. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64 14e édition. Si vous êtes comme moi un vieux briscard et que vous avez grandi dans les années 70-80, alors vous avez sûrement dû croiser à un moment donné, dans une salle d'arcade malfamée et enfumée, ce jeu mythique, précurseur du run and gun, j'ai nommé Berserk. Le but du jeu est simple, votre personnage se déplace dans une suite de labyrinthes générés aléatoirement dans lesquels il vous faudra faire le ménage en détruisant tous les robots. Sauf que les robots se déplacent et vous tirent dessus. Il vous faudra donc parfois faire preuve d'un peu de dextérité pour venir à bout de chaque labyrinthe, sans oublier cette maudite balle rebondissante qui jaillit de nulle part au bout d'un certain laps de temps. Mais si vous êtes suffisamment habile en l'attirant vers les robots, vous pourrez retourner cette fameuse balle indestructible contre l'ennemi. Il y a eu sur Commodore 64 d'autres versions non officielles de Berserk dans le passé, mais celle dont je vous parle aujourd'hui est vraiment la plus aboutie en comparaison à la version originale. En effet, Arlasoft, à qui l'on doit cette ultime version de Berserk, a vraiment voulu que celle-ci soit la plus proche du Berserk arcade. C'est pour cela que visuellement le jeu est ultra proche de l'original, mais pas que cela puisque toutes les voix digitalisées ont été implémentées dans le jeu. Ainsi vous pourrez entendre les robots dire « Destroy the intruder » ou « Destroy the humanoid » ou bien même « Kill the intruder ». Bref, plus d'une trentaine de textes parlés différents. Certes, elles sont de moins bonne qualité que celles de la version arcade, mais cette dernière possédait un synthétiseur vocal directement implémenté en hardware, ce que notre Commodore 64 ne possède malheureusement pas. Le jeu est disponible sur la page itch.io d'Arlasoft. Le lien vous attend dans la description de la vidéo, mes petits loulous. Sarah Jane Avery ne s'arrête jamais. À peine avoir terminé l'excellent Briley Ridge Chronicles et la version de Noël de son shoot'em up Soul Force, rebaptisé Snow Force pour le coup, voilà qu'elle est déjà sur la suite de Zeta Wings, son shoot'em up vertical très inspiré de Gemini Wings. Actuellement, Sarah n'a pas communiqué beaucoup sur son futur jeu, mais vu le talent et la créativité de cette ex-développeuse de chez Sega, on ne peut que s'attendre une fois de plus à une énorme claque visuelle avec des niveaux dotés de scrolling parallaxe, de dizaines d'ennemis différents virevoltant dans les niveaux, avec chacun des graphismes et des musiques totalement différents. Le jeu devrait sortir en édition physique, très certainement chez l'éditeur anglais Bitmapsoft. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie officielle,
Mais si vous êtes pressé, vous pouvez toujours vous faire la main sur Zeta Wings 1 qui est disponible en téléchargement pour 4 $ sur la page itch.io de Sarah. Ou si vous êtes collectionneur, sachez qu'une édition en boîte de ce jeu est prévue pour le 5 mars, toujours chez Bitmapsoft, au prix de 35 livres. Vous rappelez-vous du développeur Aplo ? Je vous avais parlé de ses 2 dernières réalisations dans les news de décembre 2021. Il s'agissait de Sequest et de Tenebra. Et bien ce mois-ci, il m'a contacté pour me faire part de son dernier jeu qu'il vient de terminer. Il s'agit d'un jeu de réflexion qu'il a appelé Machination. Dans ce jeu, vous allez devoir, par le biais de différents modules, transporter des cellules binaires d'un point A à un point B. Cela paraît relativement simple dit comme ça, mais il va falloir bien réfléchir de la façon dont vous allez disposer les modules pour que le transport des cellules se déroule sans bug. En effet, vous allez devoir penser dans le sens où il faut que votre installation puisse fonctionner comme une usine de fabrication automatisée d'objets à la chaîne. Je m'explique, pour déplacer les cellules, vous avez divers modules qui fonctionnent tous en boucle. Ceux qui poussent ou tirent, ceux qui font tourner pour les plus basiques. Une fois votre installation terminée, il faudra qu'elle fonctionne sans bug durant 3 cycles, tout en sachant que les modules qui poussent terminent leur cycle en 2 secondes, alors que les modules qui tournent, eux, il leur faudra 4 secondes pour qu'ils puissent faire un tour complet. Il est possible aussi d'inverser leur polarité et de changer leur orientation et même de faire déplacer certains modules dans le process d'automatisation. Là, vous vous rendez compte de la complexité que cela peut atteindre. Croyez-moi, votre cerveau va être mis à rude épreuve pour venir à bout de certains niveaux. Le jeu comporte 6 types de modules différents et environ 40 niveaux, de quoi vous arracher le cheveu pendant un bon moment. Un jeu original, très bien réalisé et très prenant. Le niveau de difficulté est bien dosé. Les premiers niveaux servent de tutoriel en vous expliquant comment disposer les modules et comment les inverser ou les faire pivoter. Bref, c'est très bien pensé, alors merci à toi Aplo pour ce jeu fort sympathique. Machination est disponible gratuitement sur la page itch.io de Aplo. Le lien vous attend entre 2 cellules binaires dans la description de la vidéo. Vous rappelez-vous, je vous en avais parlé dans les news de mars 2021 et ça y est, le voilà enfin! Puzzle Bobble est 100% terminé. Ce jeu n'a jamais été adapté sur C64 et voilà chose faite. Un grand merci à l'équipe qui a remarquablement œuvré pour réussir à faire tenir dans notre bon vieux Commodore 64 la totalité des niveaux et des musiques de la version originale de Taito. En effet, tout y est, même la phase de démarrage de la cartouche Neo Geo a été intégrée au jeu. C'est vous dire à quel point les développeurs ont voulu se rapprocher de la version originelle. Au début de chaque niveau, on peut entendre les cris des petits dinosaures comme dans la vraie version. Cela prouve une fois de plus que le Commodore 64 en a vraiment dans le ventre. Si vous disposez de paddles, vous pourrez les utiliser pour jouer à Puzzle Bobble. Sinon, vous pourrez y jouer au joystick ou au clavier. Le mode 2 joueurs est bien évidemment présent et tout est parfaitement jouable, sans ralentissement aussi bien en mode 1 joueur que 2 joueurs. Que dire de plus à part que la réalisation générale est tout simplement parfaite, qu'il y a tout. Les développeurs ont mappé les mêmes touches que dans l'émulateur même, c'est-à-dire que pour ajouter des crédits, il faut appuyer sur la touche 5 et pour démarrer la partie sur la touche 1 ou 2 selon le nombre de joueurs. Et cerise sur le gâteau, Puzzle Bobble est gratuit
est disponible sur le site csdb.dk. Le lien de téléchargement se trouve caché dans le fondement d'un petit dinosaure joyeux. Richard Bellis et Alf Ingv nous reviennent ce mois-ci avec Super Silverfish en version améliorée. Une suite du jeu Silverfish paru en 1994 chez Psytronic Software. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi ce shoot'em up m'a tout de suite fait penser au jeu Silkworm, cet autre shoot'em up dans lequel on pilotait également un hélicoptère. Mais la comparaison s'arrêtera là puisque dans Super Silverfish, il n'est pas possible de jouer à 2 joueurs en même temps. Il s'agit d'un jeu à base de shoot'em up construction kit sorti en 2016 puis amélioré pour ressortir ce mois-ci grâce au scroller engine Suck Redux de Martin Piper. Votre mission sera de patrouiller les zones avec votre hélicoptère et d'anéantir tout ce qui se présente à vous afin d'atteindre le désert dans le dernier niveau et de détruire une arme offensive géante. Les ennemis sont relativement nombreux et variés au fur et à mesure de votre progression. Très fréquemment, des bonus d'amélioration de votre armement vous seront largués en parachute. À vous de les choper au bon moment. Vous pourrez ainsi passer d'un simple tir à un triple tir serré, puis un triple tir vous permettant de tirer à la fois droit devant vous, mais aussi en diagonale, en haut et en bas. À partir de là, si vous reprenez à nouveau une amélioration, votre tir repartira à zéro, mais une Jeep que vous devrez également contrôler viendra vous épauler jusqu'à ce que vous vous fassiez toucher ou que vous repreniez une amélioration. Le jeu est réparti sur 5 niveaux avec des lieux différents comme des vertes prairies, un vol de nuit, un environnement enneigé, une ville et pour finir le désert. Le niveau de difficulté est plutôt bien dosé et si vous avez de bons réflexes, atteindre la fin du niveau ne devrait pas trop vous poser de problème. Le jeu est disponible sur la page itch.io de Richard Bellis, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Aztec Challenge mes petits loulous, un de mes jeux préférés sur Commodore 64. Vous devez sûrement connaître ce jeu développé par Paul Norman en 1983, mais connaissez-vous le synopsis ? Vous vous retrouvez soudainement en l'an 1500 en plein rituel sacrifice au dieu aztèque. Votre seule chance de vous en sortir est de terminer une série d'épreuves appelée le défi aztèque. J'avais eu ce jeu à l'époque en cassette dans l'excellente compilation Arcade Hall of Fame que j'avais commandé sur le 3615 Micromania, dans laquelle il y avait aussi d'autres super jeux comme Spy Hunter, Taper, Up and Down ou encore Blue Max. Que des jeux excellents. Bref, si je vous parle aujourd'hui d'Aztec Challenge, c'est qu'un développeur fou du nom de Steve Boy s'est mis en tête de refaire le jeu de A à Z en basique avec des caractères PETSCII. Et voilà ce que ça donne. On reconnaît tout de suite le jeu dès les premiers niveaux. Alors oui, la jouabilité a pris cher, certes, mais il faut quand même admettre que le jeu est malgré tout jouable. Alors oui, c'est lent et saccadé, comme la plupart des jeux Amstrad me direz-vous, mais avouez tout de même que le résultat n'est pas si mal que ça. Tous les niveaux sont bien présents et personnellement je trouve ça quand même fou de vouloir refaire un jeu en basique avec toutes les contraintes que l'on connaît. Évidemment, cette version basique d'Aztec Challenge est gratuite. Vous trouverez le lien qui va bien entre les nibards de cette charmante aztèque que l'on peut voir sur la boîte du jeu à moitié nue se faire poursuivre par un reproducteur en rut tenant son gourdin dans la main. On n'aurait plus le droit de faire ça de nos jours. Hein.
Si vous avez connu dans les années 80 les fameux Game & Watch de Nintendo, alors vous avez peut-être joué à Greenhouse. Dans ce jeu, il fallait empêcher des araignées et des vers de terre d'aller manger les fleurs stockées dans une serre. Eh bien, Darrow99, le codeur de Bugs Inc., s'est totalement inspiré de ce Game & Watch pour en faire une version Commodore 64 et c'est plutôt bien réussi. La page de présentation soignée et les graphismes dignes d'une bande dessinée sont signés par Lobo. Les musiques de grande qualité, quant à elles, sont l'œuvre de Narcisse Sound. Autrement dit, tout est réuni pour faire un jeu de grande qualité au niveau réalisation. Mais qu'en est-il du gameplay ? Eh bien, Darrow99 a réussi à se défaire de la rigidité des mouvements case par case du Game & Watch et en a fait un vrai jeu vidéo pensé pour être joué sur un ordinateur. Les mouvements du personnage sont rapides et précis, ça répond au quart de tour, pas de ralentissement, pas de bug, mis à part les insectes, c'est que du bonheur. Quant au niveau de difficulté, vos nerfs vont être rapidement mis à rude épreuve, croyez-moi. Les insectes sont répertoriés en plusieurs couleurs et vous aurez un nombre défini d'insectes à tuer pour chaque couleur, tout en sachant que les derniers à tuer seront beaucoup plus rapides et donc plus difficiles à rattraper. On se retrouve souvent avec des insectes qui jaillissent de partout sans plus savoir où donner de la tête. Tout cela serait bien trop facile sans ces maudites plantes carnivores qui essaient de vous attraper et vous bloquer quelques secondes lorsque vous passez à côté, ou ces saloperies de moustiques qui vont et viennent sur votre chemin et vous ralentissent dans votre lancée. Bugs Inc. est gratuit et disponible sur le site csdb.dk. Le lien vous attend au cœur d'une jolie fleur pleine d'amour et de douceur rien que pour vous mes petits loulous. Si vous aviez eu un Commodore 64 dans les années 80, alors vous n'avez sûrement pas pu passer à côté du tueur de joystick, le célèbre jeu de chez Activision sorti en 1984 sur C64, Décathlon. Tueur de joystick puisque lors des courses, plus on secouait notre joystick frénétiquement de gauche à droite, plus notre athlète allait vite. Je vous laisse imaginer les parties de dingue avec les copains et surtout les joysticks pulvérisés pendant les épreuves de course, plus particulièrement celle du 1500 mètres que nous finissions réellement essoufflés, en sueur et le bras complètement paralysé. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont connu ces moments inoubliables. N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires de cette vidéo, histoire de voir si je n'étais pas le seul taré à pratiquer la branlette du joystick. Bref, si je vous parle de cette époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, c'est qu'une version hommage à Décathlon rebaptisée Commodore Olympic vient de voir le jour. Même si le jeu est vraiment visuellement un copier-coller de la version d'origine, aucun code original n'a été utilisé. Comme le stipule le développeur Sami Juntunen, tout cela a commencé par une idée pour un exercice de programmation de jeu. Quand on voit le résultat final, c'est fluide, les animations sont parfaites, tout y est. On a du mal à croire que c'était juste pour un exercice de programmation. Sachez tout de même que Sami m'a confié qu'il avait réalisé la totalité du jeu en seulement 6 à 7 semaines et que c'est son premier jeu sur Commodore 64. Alors là, je dis chapeau bas. Au niveau des épreuves sportives, vous retrouverez 8 épreuves classiques sur les 10 présentes dans Décathlon. Et pour votre personnage ainsi que pour vos adversaires, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs personnages emblématiques tirés d'anciens jeux sortis sur C64 à l'époque, comme l'agent secret d'Impossible Mission, le coyote et Bip Bip du jeu Roadrunner, le motard de Kickstart 2, Gianna de The Great Gianna Sisters, la taupe de Monty on the Run, le skater de Skater Rock et Jack the Nipper 2.
Le jeu est disponible gratuitement sur le site csdb.dk. Le lien vous attend dans un vieux joystick brisé par la brutalité d'un joueur acharné et frustré de ne pas avoir réussi à battre sa petite sœur au lancer du javelot. Ça sent le vécu, ça, hein ? Il y a quelques semaines, une information concernant un futur RPG sur C64 a popé sur internet. Il s'agit de Lycia The Lost Island, un RPG à monde ouvert dans le style de Zelda développé par l'équipe Pulsar. Pour l'instant, au moment où j'écris mon script, à part un trailer, rien n'a encore été vraiment dévoilé officiellement sur le jeu. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à une autre époque, il y a eu un problème dont on ne connaît pas l'origine et que 7 femmes druides se sont réunies dans une forêt mystique pour accomplir un rituel de magie afin de changer le cours du temps. Si elles échouent, ce sera la fin de tous les mondes. Et pendant ce temps, dans un endroit lointain, un village prépare un tout autre événement, la célébration de votre 16e anniversaire. Ce que vous ne savez pas, c'est que les druides ont besoin de vous pour sauver le monde. Vous êtes Nora, une jeune fille de 16 ans, qui ne le sait pas encore mais qui va devoir partir pour une incroyable histoire épique pleine de découvertes, de rencontres, de défis et d'énigmes. Une longue et périlleuse aventure qui va vous faire voyager à travers 2 continents, utiliser des armes et de la magie. Vous allez devoir dialoguer avec les personnes que vous allez rencontrer, les aider à retrouver un proche ou un objet perdu, trouver d'autres objets qui vous permettront d'accéder à des endroits inaccessibles, capturer des fées à l'aide de votre filet à papillons pour vous redonner de l'énergie et plein d'autres choses encore. Le début de l'aventure commence dans la maison de Nora, le jour de son anniversaire. Son père lui demande d'aller récupérer ses cadeaux dans un coffre, tandis que sa mère, elle, lui demande d'aller chercher un fruit apogée. Votre première quête sera donc de trouver ce fameux fruit en cherchant aux alentours du village. Sachez que si vous êtes perdu et que vous ne savez plus trop quoi faire, vous avez la possibilité à tout moment d'appeler Clouseau. Ce personnage vous indiquera ce que vous devez faire et où vous devez aller. Je trouve personnellement que c'est une idée géniale et que grâce à cette aide, jamais vous ne tournerez en rond sans comprendre ce que vous devez faire. Autre chose importante, durant cette aventure, Gomez, votre ami d'enfance, viendra vous aider en vous proposant de sauvegarder votre progression. Une fois vos cadeaux récupérés, vous serez en possession d'un filet à papillons pour capturer des fées, d'une plume qui vous permettra de pouvoir sauter au-dessus de certains obstacles et d'un 3e objet, le navigateur qui vous indiquera la sortie de certains endroits s'il est activé. Quand vous aurez trouvé le fruit apogée, quelque chose va se passer. Un sort a transformé tous les habitants du village en une sorte de scintillement bizarre. Comment annuler cette malédiction ? Vous trouverez de l'aide auprès d'Eria, une sorcière qui vit dans la forêt et qui vous expliquera ce qui vient de se passer et ce que vous allez devoir faire. Réussirez-vous à sauver les villageois ? Allez-vous trouver l'île perdue de Lycia et ainsi sauver le monde ? Je ne vous en dirai pas plus sur le déroulement de l'aventure. Le reste sera à vous de le découvrir.
J'ai contacté le très sympathique Stefan Meider qui a codé pratiquement la totalité de Lycia, mais pas que cela puisqu'il a aussi participé à certains graphismes supplémentaires du jeu. Il a très gentiment accepté que je lui pose quelques questions sur Lycia. C'est donc un jeu dans le style de Zelda, mais avec un accent sur le dialogue avec les personnages. Le personnage principal, Nora, est une sorte de voyageuse dans le temps, mais ça, elle ne le sait pas encore. L'histoire se déroule dans un univers dans lequel il y a beaucoup de magie. Le premier continent du nom de Mandil, là où commence le jeu, est l'endroit où Nora a passé sa jeunesse. Le deuxième continent, nommé Ribola, est celui où se déroulera la quête principale. Il y aura plein d'endroits différents à visiter comme des villages, des donjons, des tombeaux, des tours et beaucoup d'autres encore. Stéphane m'a confié que le jeu était terminé à 99%, qu'il ne restait juste que quelques musiques manquantes à implémenter et quelques bugs à corriger. J'ai joué plusieurs heures à Lycia et franchement, ce jeu est un pur bonheur. Les graphismes sont superbes. Quand on se déplace dans la nature, on peut voir des oiseaux passer au-dessus de notre tête, l'ombre des nuages sur le sol, les mouvements de l'eau. On peut croiser d'autres animaux en fonction de l'endroit où l'on se trouve, des serpents, des grenouilles, des lapins. La musique est différente en fonction de l'endroit où l'on est, parfois joyeuse, parfois inquiétante. J'ai joué avec la version cartouche, dont les chargements de certaines zones se font plus rapidement que sur la version disquette, ce qui est normal, mais j'ai essayé aussi la version disquette et les passages d'un écran à l'autre se font aussi rapidement qu'en cartouche. Seuls certains passages sont un peu plus longs à charger, mais c'est quasiment pareil à quelques secondes près et j'avoue que j'ai vraiment été bluffé tellement la gestion des chargements disquettes était bien faite. Vous l'avez compris, hein, je suis complètement tombé amoureux de ce jeu. Et tenez-vous bien les amis, Lycia sera disponible très bientôt gratuitement en version dématérialisée. Oui, vous avez bien entendu, Lycia sera gratuit. Alors pour cela, je tenais à remercier l'équipe de Pulsar qui a travaillé dur pour nous offrir un tel jeu d'une aussi grande qualité de réalisation pour notre Commodore 64 et spécialement Stéphane pour sa disponibilité et sa gentillesse. 2 versions en boîte seront proposées à la vente, chez Psytronic pour l'édition 2 disquettes et chez Protovision pour l'édition cartouche 1 méga. Mais il faudra patienter un peu plus longtemps pour pouvoir vous les procurer. Je ne manquerai pas de vous informer dès que Lycia sera disponible mes petits loulous. Soyez donc attentifs à mon Twitter et au groupe Facebook de la chaîne. Je vous avais parlé de T-Rex en octobre 2021 alors qu'il était encore en développement. Mais ça y est, le jeu est à présent terminé. Notre petit T-Rex, qui court pour se mettre à l'abri avant le grand cataclysme qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années, va devoir parcourir 15 niveaux répartis en 3 thèmes différents. Les graphismes sont très colorés et très agréables. Je vous rappelle que ce sont les 2 filles de Matchek, le développeur, qui se sont chargées des graphismes des décors et du T-Rex. Alors félicitations pour ce projet réalisé en famille. Quant au scrolling, eh bien il est parfait comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et notre T-Rex répond au quart de tour. Un jeu au gameplay on ne peut plus simple car seul le bouton du joystick est nécessaire pour y jouer. Il vous faudra quand même savoir doser l'amplitude de vos sauts en appuyant dessus plus ou moins longtemps. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de Matchek. Le lien vous attend dans la description de la vidéo.
Voici un jeu dans lequel vous allez devoir trouver un mot de 5 lettres en un minimum de 6 coups. Ben voilà, tout est dit. La réalisation est propre, la musique est agréable, bien que tout soit en anglais, le jeu est plutôt sympa et on a vite passé 1 heure sans s'en rendre compte. Dommage qu'il n'y ait pas une version française de Turtle, mais bon voilà, les développeurs francophones sur C64 sont plutôt rares, donc il faudra s'en contenter. Néanmoins, j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait une option permettant de générer un fichier externe avec nos propres mots et de pouvoir les utiliser dans le jeu. Turtle est disponible gratuitement sur la page itch.io de Megastyle. Le lien vous attend dans la description de la... en 5 lettres? Mais oui, de la vidéo, évidemment! Vous êtes trop fort. Master of Tiles de Lower Level est un jeu de réflexion qui a été développé par Benjamin Bomer au début des années 90 mais qui n'a jamais été publié jusqu'à présent. Daniel Krajviks et Richard Bellis se sont associés pour terminer le projet et donner vie à ce jeu. Richard a composé une nouvelle musique exclusive pour remplacer celle d'origine et Daniel a corrigé pas mal de bugs pour arriver aujourd'hui à la version finale que vous voyez actuellement sur votre écran. Le jeu se déroule sur une grille de 8 par 12 et démarre avec 6 tuiles différentes. Le but du jeu est de faire correspondre la couleur ou la forme des tuiles sur le plateau. Il y a cependant quelques contraintes, vos formes et couleurs ne peuvent pas être placées sur le plateau si une couleur ou une forme adjacente est différente de celle de votre tuile. Il est possible et même conseillé de faire correspondre un maximum de tuiles entre elles. Par exemple, il sera possible de lier, grâce à un triangle bleu, un losange bleu et un triangle rouge, ou à l'aide d'un cœur vert, un carré vert et un cœur bleu. Le lien se faisant d'un côté grâce à la même couleur verte et de l'autre côté grâce à la même forme, le cœur. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais vous verrez, en pratique, c'est plutôt simple. Une fois que vous serez bloqué, un simple appui sur la touche flèche gauche termine la partie et sauvegarde votre score. Master of Tiles est disponible gratuitement sur le site csdb.dk. Le lien vous attend, comme d'habitude, où vous savez. U-Type est un shoot'em up à scrolling horizontal assez difficile dans lequel vous devrez affronter des hordes successives de vaisseaux ennemis. Vous pourrez choisir de jouer soit avec la musique ou avec les bruitages. La musique du jeu, qui est une reprise de la toccata de Jean-Sébastien Bach, m'a directement fait penser à Gyrus, même si le jeu n'a strictement rien à voir avec. U-Type est un jeu réalisé à la base avec l'utilitaire Shoot'em Up Construction Kit, puis amélioré grâce à des frameworks modifiés. Pendant votre progression dans le jeu, vous pourrez récupérer des bonus de vie ainsi que des améliorations de votre armement. Le jeu est plutôt bien réalisé avec un scrolling très fluide et un vaisseau qui répond très vite au joystick. U-Type est gratuit et disponible sur la page itch.io de The Reaper UK. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et pour terminer les news de février en beauté, voici la toute dernière pépite de Luca Carminati que nous connaissons bien maintenant dans l'émission. Il s'agit du portage de Toutankhamon, le jeu de Konami sorti en borne d'arcade chez Stern en 1982.
Ce jeu a été porté sur plusieurs consoles de l'époque comme l'Intellivision, la ColecoVision et l'Atari 2600, mais aussi sur le VIC-20 et jamais sur le Commodore 64. Il aura fallu attendre 2022, soit 40 ans après sa sortie en arcade, pour pouvoir aller piller la tombe de Toutankhamon sur votre ordinateur préféré. Le but du jeu est donc de ramasser le maximum de trésors, comme des coffres remplis d'or, des lampes, des cartes, des bijoux et surtout le masque doré du roi Toutankhamon. Mais attention aux différentes créatures qui gardent toutes ces richesses. La difficulté du jeu réside dans le fait que votre personnage ne peut tirer qu'à droite et à gauche, mais pas vers le haut et vers le bas. Il faudra donc faire attention où vous allez et ne pas vous faire coincer dans des couloirs verticaux. Vous avez une bombe flash qui détruit tous les ennemis en une seule fois, mais attention, vous n'avez qu'une seule bombe par vie. Il existe des zones de distorsion qui permettent de vous téléporter à d'autres endroits du labyrinthe, ce qui est bien pratique quand vous vous retrouvez coincé dans une zone où il y a beaucoup trop de bestioles. Pour accéder au niveau suivant, vous allez devoir récupérer une clé qui vous permettra de déverrouiller la serrure de la porte de sortie. Attention, car par la suite, il vous faudra récupérer plusieurs clés. Une vie supplémentaire vous sera gracieusement offerte à 30 000 points. J'ai joué à Toutankhamon en mode novice et je trouve que c'est déjà très difficile. J'ai dû recommencer au moins une bonne dizaine de fois pour réussir à accéder au 3e niveau. Une fois de plus, Lucas nous offre un portage de grande qualité. C'est hyper jouable, c'est rapide, le jeu est vraiment identique à l'arcade, bref, du très bon boulot. Et en plus, le jeu est gratuit et disponible sur la page itch.io de Luca Carminati. Le lien se trouve dans un sarcophage caché dans un tombeau qui se trouve dans les profondeurs caverneuses de la description de la vidéo. Et voilà mes petits loulous, c'est déjà fini. Vous avez vu ça? Une fois de plus, beaucoup de nouveautés ce mois-ci, dont certains jeux de grande qualité si vous voyez ce que je veux dire. C'est absolument incroyable. Après toutes ces années de bons et loyaux services, le Commodore 64 est toujours au top. Quel ordinateur de la même génération peut se targuer d'en faire autant? Je n'en connais pas. J'espère que cette émission qui lui rend hommage tous les mois vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à cliquer sur le pouce en l'air. C'est très bon pour le référencement de ma chaîne, alors s'il vous plaît, pensez-y. Comme d'habitude, après le générique de fin, vous pourrez visionner une belle démo. En attendant, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi... Pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.